On se retrouve pour parler de détection nationale, puisqu'on a évoqué hier soir la genèse un petit peu de cette compétition des volleyades. Un mix entre championnat de France des régions, mais maillon essentiel de la détection un petit peu pour faire un brassage, une revue d'effectifs d'une génération, d'une catégorie d'âge. Et on a les deux spécialistes de la détection en France. François de Tschudi, responsable de la détection du côté du secteur féminin. Et puis Philippe Salvant, votre alter ego du côté masculin. Bonsoir messieurs. J'ai envie de vous poser une première question très simple. On parle de détection. Pour les gens qui sont dans le milieu, c'est très simple. Qu'est-ce que la détection ? Alors la première étape de la détection, c'est le repérage des talents. Voilà. Donc ça consiste à animer le réseau et avoir des yeux, parce que nous on ne peut pas être partout, avoir des yeux sur l'ensemble du territoire pour pas passer à côté des futures stars de demain. Avec l'idée toujours en ligne de mire de réussir à alimenter les équipes de France A, féminines et masculines. C'est toujours ça l'objectif à terme. Oui, c'est ça. Il faut qu'on arrive toujours à se projeter sur le long terme parce que c'est l'objectif, c'est d'alimenter les équipes de France. Je vais poser la question à Philippe. Cette compétition des volleyades que l'on vit, qui a commencé aujourd'hui, compétition de détection ou championnat de France des régions. On sait que pour vous, c'est quelque chose d'essentiel dans l'année de revoir toute une génération, mais on sait aussi que les techniciens, quand ils s'alignent sur une compétition, c'est rarement uniquement pour participer. C'est complètement ça, c'est-à-dire que oui, c'est une compétition de détection, mais quand on va à une compétition, on veut performer. Et donc la première ambition des entraîneurs, c'est de faire le meilleur classement possible. Notre objectif à nous, il est de les détecter, les joueurs, tout au long de l'année, et là surtout de pouvoir les observer en situation de performance. C'est pour ça qu'on souhaite également que les équipes aient envie de performer, parce qu'on veut voir de quelle manière ils sont capables de se comporter. La même chose pour vous, François, sur le secteur féminin. Vous avez cette même perception d'une compétition où, au final, on est sur de la détection en situation de compétition. C'est un peu ça le résumé qui collerait ? Oui, c'est exactement ça, parce que globalement, en gros, les jeunes, la majorité, on les connaît avant de venir sur la compétition, puisqu'on a déjà prospecté et visité les stages régionaux tout au long de l'année. Donc c'est vrai que voir les jeunes en situation de stress, de voir comment ils se comportent, c'est aussi un moment qui est important pour nous. J'aimerais que vous reveniez un peu plus en détail sur vos missions à l'année. On pourrait réduire tout ça. Quand on parle de l'équipe de France, j'imagine que vous travaillez à 6 ans, 8 ans, 10 ans pour les futurs talents. L'idée, c'est pas de remplacer les joueurs actuels puisqu'on ne veut pas les envoyer à la retraite, mais quelle est un petit peu votre mission et comment est-ce que vous fonctionnez pour essayer de trouver le futur Hervé Ngapet, la future Elena Cazot, par exemple ? Déjà, on a une organisation, on va dire, avec des stages départementaux dans un premier temps sur les catégories M12, M13, puis des stages régionaux. Et après, donc, nous, on anime en fait tout un réseau à travers ces stages où, en gros, les meilleurs sont regroupés à travers ces stages. Et après, nous, on sait pas seulement le repérage, c'est aussi après l'accompagnement et le suivi et l'orientation de ces jeunes dans un parcours vers le haut niveau. Donc l'accompagnement, par exemple, sur les entrées en pôle espoir, par exemple. On parlera du PPF demain, ce sera la thématique des pôles espoirs, des pôles France et de tout le cheminement vers le haut niveau. De votre côté, Philippe, votre mission, comment est-ce que vous la définiriez ? Trouver un petit peu l'équipe qui performera en 2028, en 2032 aux Jeux Olympiques ? Clairement, c'était le cahier des charges au départ quand j'ai repris la mission, c'était trouver les futurs champions olympiques. Donc on est vraiment en train de rechercher des gens pour être dans la haute performance. Ça veut dire qu'il faut trouver des gens qui ont des aptitudes en termes de morphologie, en termes de qualité physique, en termes de qualité mentale, et des gens qui vont être prêts à s'entraîner très très dur et très longtemps. Ouais, c'est bien parce que ça me fait la transition sur la question suivante. Vos critères de détection, on sait que c'est un sport où la taille à un moment donné est importante, au moins sur certains postes. Quels sont vos critères ? Il y a aussi cette aptitude à encaisser les charges que nécessite le haut niveau. Il y a pas mal de critères qui ne sont pas uniquement la taille que vous allez chercher à déceler. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, il faut être très clair aujourd'hui, c'est le haut niveau qui impose d'avoir des joueurs de grand gabarit sur la quasi-totalité des postes. On voit que même maintenant, les postes de passeurs au niveau international, si on arrive à avoir des passeurs qui font de plus de 2 mètres, on voit la différence aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais entre Benjamin Tognuti et Antoine Brizard, ils n'ont pas du tout les mêmes qualités. Donc, hormis peut-être sur le poste de libéraux, où on peut encore avoir une taille normale de volleyeur, c'est-à-dire autour du mètre 85-90. 85-90, c'est trop petit pour les standards internationaux actuels.
assez clairement trop petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez nous, en garçon, le standard, ça va être sur quasiment tous les postes de 2 mètres et 100 kilos, ça va être. Ouais, donc un petit peu de passage par la case salle de musculation et quelques barres de fonte. Absolument, ouais. C'est pour ça qu'on essaye de détecter. Je crois que ce qui fait que les jeunes arrivent à être performants de plus en plus tôt en termes de développement du potentiel physique, c'est parce qu'on arrive à les détecter de plus en plus tôt et les faire travailler également avec compétences de plus en plus tôt. Alors, le travail, c'est quelque chose d'essentiel. Détecter, c'est avant tout, en fait, trouver des gens qui vont rentrer dans cette filiale de performance. Mais quand vous avez vos listes, vos bases de données, vous avez certainement une visibilité sur ce qui va arriver en 2028, en 2032. Est-ce qu'on peut être confiant? Est-ce qu'on se dit qu'il y a des postes sur lesquels il y a des potentielles pénuries, certains manques? Ou est-ce qu'on peut être très optimiste pour les 2-3 prochaines Olympiades, selon vous? Philippe, peut-être vous sur les masculins et puis ensuite François sur les féminines. Les masculins ont un peu plus de pression, ils sont champions olympiques en titre. Ouais, enfin le responsable de la détection, il n'a pas trop de pression. Hein. C'est plutôt, on le saura dans 10 ans. C'est plutôt Andrea Gianni qui a la pression. Moi là, ça va, je suis détendu. Par rapport à ça, je pense qu'on a une grosse chance, justement. On parlait du titre de champion olympique entre IQ, dont on a parlé tout à l'heure, plus le titre de champion olympique. On a doublé notre nombre de licenciés à la Fédération française. Qui dit doubler le nombre de licenciés dit doubler la possibilité d'avoir des potentiels. Et je crois que ça nous permet aujourd'hui de pouvoir trier les joueurs, ce qui n'était pas le cas au départ, où quand on avait la chance d'avoir un grand gabarit, on le prenait, on essayait de le faire rentrer en filière et de le faire travailler. Aujourd'hui, on arrive à pouvoir choisir dans tous ces profils et clairement, c'est beaucoup plus tranquille pour le responsable de la détection. Qu'est-ce qu'il en est pour le secteur féminin? On sait qu'il y a eu une grosse progression, un très bel été 2023, des Jeux Olympiques, une VNL, pas mal de choses qui arrivent. Est-ce que vous arrivez, François, à vous dire en 2028, on pourrait idéalement se situer à cet endroit-là par rapport au vivier qui arrive pour alimenter cette équipe de France? Ouais, c'est vrai que nous, le secteur féminin, on est un petit peu en peine de résultats si on se compare à nos homologues masculins, mais ça va mieux. C'est vrai que depuis l'arrivée d'Émile Rousseau, on est l'équipe de France A qui a quand même grimpé au classement européen et au classement mondial. Donc il y a des progressions. On est allé sur le championnat d'Europe en U17 l'été dernier avec les filles. Donc on sent une amélioration. Aujourd'hui, on a notre pôle France qui évolue quand même en élite et en Liga. Et aujourd'hui, ça nous a fait énormément de bien avec l'avènement de pas mal de filles qui ont bénéficié de ce championnat en Liga, qui sont actuellement avec Émile Rousseau, qui vont participer aux Jeux. Amélie Rotard, Ali Matouba, Juliette Gélin. Elles sont 6 ou 7. Et aujourd'hui, ces filles-là ont bénéficié de ce championnat en Liga. Donc aujourd'hui, le secteur féminin progresse. Reste maintenant à confirmer en performance sur les jeunes et de manière assez régulière comme le fait maintenant depuis un certain moment les garçons. Je vais vous poser une question un peu piège à Philippe. On parlait hier soir de la génération qui a joué les Volleyades en 2005, en 2006, le cas de Darwin Ngapet qui à l'âge des Volleyades était déjà très bon. Je vais vous dire finalement que vous soyez en charge de la détection nationale ou que vous soyez comme moi un novice, on le voit sur un terrain que c'est un joueur qui surperforme et qui peut-être un jour sera très bon. Il y a le cas de Kevin Tilly qui pose question parce qu'il était dans sa première année de volley et il nous dit lui-même, je suis arrivé comme 3e passeur, 2e libéro au Volleyade, j'ai un peu joué parce qu'il y avait des blessures, mais finalement j'ai peu joué. Comment est-ce que vous arrivez à détecter ce genre de joueurs qui sont peut-être plus souvent sur le banc et où ça saute peut-être moins aux yeux et il faut être vraiment technicien pour le déceler? Alors en fait sur le cas de Kevin, c'est le cas qu'on rencontre de manière assez régulière en garçon, puisque arrivés à l'âge au Volleyade, ils n'ont pas fini leur poussée de croissance. Et Kevin était en plus quelqu'un qui était à maturité tardive, c'est-à-dire qu'il a grandi réellement tardivement. Aujourd'hui il fait 2 mètres, mais moi je l'ai eu en stage de détection à cette époque-là. Il faisait de mémoire 1m63 ou 1m65. Alors bon, il chaussait du 47 ou 48, donc on s'est dit que bon. Et après c'est vrai qu'on connaissait aussi les parents. Donc aujourd'hui ça me fait penser, on a des outils qui est le fichier de taille sur les licences, qui est pour nous un outil essentiel dans la détection. C'est vraiment le premier outil. C'est une case importante à remplir au moment de la saisie de la licence. Encore une fois, je comprends que c'est une contrainte supplémentaire pour les clubs, on en a tous conscience, mais pour nous, c'est un outil réellement essentiel de pouvoir remplir correctement ce fichier licence. Quelques questions qui ont été des questions du public qui nous sont remontées. Qui sont les entraîneurs qui gèrent aujourd'hui les CRE, les sélectionneurs que l'on voit sur les bancs pendant les Volleyades? Quel type d'entraîneur est-ce qu'on a sur les bancs des différentes régions?
Bon, la plupart du temps, les entraîneurs du centre régional sont les salariés de ligue ou parfois les salariés de comité. Voilà. Quand ils font défaut, bon, après ça peut arriver que ce soit des entraîneurs salariés de clubs formateurs. Voilà. Autre question qui vient d'un jeune pour le coup qui n'est pas au Voléade a priori et qui n'est pas pour l'instant dans le système de détection. Comment participer au CRE dans ma région? Comment me faire détecter à l'échelon territorial? Dans toutes les régions, il y a des journées de sélection au début de la saison pour participer au premier stage CRE. Et après, comme partout, c'est une sélection, donc il faudra être retenu. Donc il faudra performer ce jour-là. Une dernière question pour vous, messieurs. On a vu certaines grandes joueuses, certains grands joueurs, on était plus sur les féminines aujourd'hui, sur le banc aujourd'hui. On s'est dit il y a des physiques vraiment intéressants, mais ce sont des filles qui n'étaient pas sur le terrain. Est-ce que vous avez une explication de votre position ? Ben, c'est vrai que nous, on encourage les équipes à amener les grandes débutantes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'instant de les mettre sur le terrain parce que voilà, elles seraient un peu trop en difficulté ou peut-être mettraient en péril un peu l'enjeu de résultat. Quand bien même c'est intéressant qu'elles soient là et puis qu'elles observent et qu'elles vivent la compétition. Peut-être elles sont première année, donc c'est une année d'observation et peut-être que l'année prochaine, voilà, elles arriveront avec peut-être d'autres intentions et en tout cas avec ce vécu-là. Donc c'est quand même intéressant qu'elle soit là. La taille est un critère à très haut niveau, mais il ne faut pas qu'on tombe dans le cliché. Philippe, vous allez réagir. Des petits qui regardent les grands jouer ou qui vont au cinéma pendant ce temps, il y a aussi de la place pour les petits gabarits dans le volley. Il y a de la place pour tout le monde. Et encore une fois, chacun ira jouer à son haut niveau à lui. Et encore une fois, on est comme toutes les activités sportives, il y a des gens qui ont un potentiel pour aller chercher le très très haut niveau et il y a des joueurs qui jouent le dimanche matin, le samedi après-midi, qui jouent en loisir. Il y a de la place pour tout le monde pour pratiquer le volley. Il ne faut pas oublier non plus que ces CRE sont un peu une école de vie. On retrouvera peut-être ces joueurs en élite, en N2, en N3, dans le beach. Et ça aussi, c'est à un moment donné quelque chose dont on a besoin pour faire vivre ces championnats nationaux. Il ne faut pas se tromper. Et quelque part, les ligues ont bien compris que c'était intéressant de travailler avec les CRE et de mettre de l'argent sur les CRE pour faire entraîner en fait ce qu'on appelle nous le haut niveau régional. Aujourd'hui, 90% des gens qui sont sur les stages CRE ne seront pas pris en pôle, n'iront pas dans un CFC de club pro. Il y en a 5%, 3% qui seront professionnels un jour et tout le reste ira dans les clubs amateurs de la région. Et en ça, c'est intéressant. Et pour faciliter le boulot de la détection, vous avez parlé d'IQ. Donc IQ, c'est un manga qui va arriver en France au mois de juin 2024, qui a fait un carton en Asie, créé par Harushi Furudate, excusez mon japonais. Alors traduit en français, ça donne la bataille des poubelles. C'est pas forcément très joli comme titre, mais on sait que quand il y a comme ça un manga qui arrive, tout d'un coup, ça amène un afflux de licenciés. On a passé la barre des 200 000 le 18 avril dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, pour la deuxième année consécutive. Le fait de renforcer la base, d'avoir encore plus de licenciés, mais forcément, ça facilite aussi votre boulot d'avoir la chance de détecter plus de bons potentiels. Oui, je confirme. Moi, je suis la génération Jeanne et Serge. La fameuse. Voilà, c'est ça. Donc, moi, mes premières images de volley, c'est par Jeanne et Serge. Sinon, j'avais aucune idée de comment ça se jouait, le filet. Donc, c'est bien. Ça va donner un peu de représentation à notre discipline. Voilà, on reste quand même moins médiatisé que d'autres sports en France. Le foot, le rugby, évidemment, le tennis et j'en passe. Donc, c'est bien. Ça va donner en fait des images et ça va donner un peu de visibilité à notre sport qu'on a besoin, quoi. On verra s'il y a le même retentissement. Oui, Philippe, bien sûr. Non, juste pour préciser, c'est vrai que toutes ces générations IQ, c'est des néo-licenciés qui sont arrivés. En garçon, on a eu des M15, des M18 surtout qui sont arrivés. Donc vraiment les gens qui lisent ces animés. Et nous, ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils sont arrivés dans un gymnase, ils n'avaient jamais touché réellement un ballon de volley. Ils connaissaient toutes les règles, ils connaissaient les organisations, ils connaissaient les positions parce que, encore une fois, IQ est réellement très clair au niveau pédagogique et les jeunes sont arrivés en connaissant l'activité. C'était extraordinaire pour nous. Ouais, puis le vecteur du manga animé, c'est quelque chose qui touche, qui sensibilise cette génération. C'est vraiment eux qui sont très réceptifs. On va parler de la rétrospective 2011-2016. Est-ce que, alors je ne vous ai pas posé la question en introduction, est-ce que vous avez un souvenir marquant des Voléiades ? Un moment en particulier, une rencontre, un joueur, un match en particulier qui vous a marqué dans l'histoire de ces 20 ans des Voléiades ? Alors moi je suis obligé de mettre un joker parce que je ne faisais plus la détection, j'avais d'autres missions à cette époque-là entre 2011 et 2016. Non donc, mais même depuis 2004, 2004-2024, est-ce qu'il y a un moment dans les Voléiades qui vous a marqué avant de rentrer dans la rétro ? D'accord.
Je crois que chacun aura les souvenirs justement de joueurs qui ont marqué ces volleyades, de matchs épiques, de finale. Il y a celle d'il y a 2 ans qui était exceptionnelle. Il y a eu celle avec Ngapet contre toute l'armada canoise, de la Côte d'Azur. Voilà. Il y avait Gérard Bondet, Michael Acambray. Absolument. Et donc je crois que c'est des moments qui marquent. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est le moment où quand on rentre dans un gymnase, par moment, on se dit, lui, ça va être une star demain. Et ça, c'est extraordinaire parce que justement, tout le monde dans les tribunes est capable de dire, celui-là, il va aller loin. François, vous avez un souvenir en particulier, alors côté féminin, côté masculin, une joueuse que vous avez repérée, un moment en particulier, une finale en particulier qui vous reste particulièrement en mémoire ? Sans remonter très loin, je vais juste parler de la finale de l'année dernière en fait. 2023. Ouais, c'est vrai quand il y a eu le rajeunissement et que chez les féminins on a descendu d'un an les volleyades, à M14. Pour la simple et bonne raison que les filles ont le pic de croissance 1 an et demi, voire 2 ans plus tôt que les garçons. Donc en fait, on a tout intérêt à démarrer le processus de détection et de formation avant les garçons. Donc ça, c'est le pourquoi du rajeunissement. Et c'est vrai qu'on a été pas mal un peu attaqué, décrié, il y avait un peu d'incompréhension autour de ça. Donc en fait, de voir la finale de l'an dernier avec plus de 6 filles de plus d'1,80 sur la finale de part et d'autre avec Occitanie et Île-de-France, avec des filles avec des beaux profils athlétiques et on va dire une finale plutôt offensive. Ça fait plaisir et ça nous conforte dans l'idée qu'on est en train de prendre la bonne direction, quoi. Alors on va regarder quelques images de cette période 2011-2016. Ce qui a été marquant, c'est que c'est la première fois en 2015, donc 11 ans après la création des Volleyades, qu'il y a eu une victoire à domicile. La Côte d'Azur, les Volleyades organisées à Mougins, la finale au Palais des Victoires. Beaucoup d'internationaux sur la période 2014-2010. L'équipe de France masculine était un peu plus vieille en moyenne d'âge que l'équipe de France féminine. 2011-2016, c'est la période où on va voir apparaître Nina Stojlovic, la passeuse, Elena Cazot, Lucille Giquel, Juliette Gélin, vous en avez parlé, Amélie Rotard, les beacheuses aussi, Alexia Richard, les Anna Placette. Et puis au palmarès, il y a quand même ce constat, ça doit être quelque chose d'important pour vous, les territoires. La Côte d'Azur qui a toujours le dernier mot. 4 victoires sur 6 compétitions chez les masculins, 3 victoires sur 6 chez les féminines. Au final, après 13 éditions, on est à 8 victoires pour la Côte d'Azur chez les masculins, 6 victoires chez les féminines. C'est un territoire où vous devez puiser quand même un certain nombre de ressources de futurs talents. Oui, mais c'est vrai que la région PACA, alors il faut dire région sud maintenant. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu la Côte d'Azur, la Provence, désormais PACA, région sud. C'est vrai que la région sud, c'est une région qui est très riche en haut niveau. Il y a beaucoup déjà de clubs pro, donc ça veut dire qu'il y a aussi une grosse culture du haut niveau sur cette région-là. C'est pas la seule explication, c'est aussi une région où il y a beaucoup de clubs structurés avec des salariés de clubs, donc des éducateurs diplômés, expérimentés. Donc il y a beaucoup de clubs formateurs. Donc c'est vrai que tout ça fait que effectivement il y a un niveau qui est supérieur dans ce coin de la France. Vous partagez, Philippe, l'idée qu'il faut avoir un œil particulier sur cette région qui est très développée côté volley ? Je pense qu'il faut avoir un œil sur toutes les régions. Absolument. Et parce qu'il y a des profils de très haut niveau dans toutes les régions, de la plus petite à la plus grande. Alors bien évidemment, l'Île-de-France représente 25% des licenciés, donc c'est évident que pour nous, c'est un endroit où il y aura un nombre important de profils. En revanche, on en a également, on n'en parle pas assez, on en a beaucoup qui viennent d'outre-mer. Et quelque part, il faut continuer la détection en Outre-mer parce que quand on cherche nos Cubains à nous, ils sont souvent dans les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, quand on cherche des gens qui vont... en plus, il n'y a pas de process de naturalisation. Non, en plus, c'est beaucoup plus. Mais encore une fois, c'est important d'expliquer qu'aujourd'hui, au CNVB, sur les 24 joueurs qu'il y avait cette année, 8 sont originaires d'outre-mer. Une question qu'on pose sur les 3 plateaux. On a décidé de la poser parce que chacun a son avis, chacun en pense ce qu'il veut. J'aimerais votre avis à vous. Est-ce que vous êtes pour ou contre les récompenses individuelles dans une compétition de sport collectif ? Vas-y, fais le premier.
Non, moi je suis pas très favorable, pas à cet âge-là, parce que voilà, c'est pas parce qu'on est entre guillemets le meilleur joueur de France à 15 ans que ça fait de nous peut-être un potentiel pour l'équipe de France A. Voilà, hein, il y a des gens précoces, il y a des gens à maturité tardive. Donc voilà, je trouve que envoyer des messages en plus individuels alors qu'on est un sport collectif, je trouve que parfois voilà, c'est envoyer des mauvais messages mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà, Philippe, pas à cet âge-là. vous partagez ou vous avez peut-être un autre avis? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est la sensibilité de chacun qui est intéressante. Non, je suis à 100% d'accord avec François. C'était vraiment... j'ai jamais compris pour toutes les raisons qu'a expliqué. En fait, c'est une usine à fabriquer des déçus. Parce qu'on sait très bien qu'à un moment, quelqu'un qui a 14 ans, qui est encore plus en garçon, qui a fini sa croissance, donc qui est déjà un adulte, un garçon qui se rase tous les matins, et le jeune, comme on parlait tout à l'heure de Kevin T, qui a 3 ans de retard, qui fait 1m65, ok, il va être considéré comme le meilleur joueur de la compétition. Lui va vivre avec ça, va vouloir se projeter avec ça, avec ce fardeau. Et quelque part, à la fin, on va plus former quelqu'un qui va être frustré que quelqu'un qui va être heureux dans l'activité. Les récompenses individuelles, si je lis entre les lignes, ça pourrait même être contre-productif à un certain moment. C'est totalement contre-productif. Et ça je vois, il y a des compétitions nationales M11, il y a des remises de récompenses sur les meilleurs joueurs M11. Mais aujourd'hui, en M11, on s'amuse au volleyball, le meilleur de rien en fait. Celui qui prend le plus de plaisir en théorie, c'est lui qui a gagné la compétition. Oui, et puis on pourrait mettre plein de choses. Celui qui se dépasse le plus, mais bon, ça, on serait dans d'autres domaines. Bon, François de Tudy, Philippe Salvant, on vous remercie d'arrêter avec nous. Et puis je n'oublie pas de mentionner le colloque M15 en CRE qui arrive au Krebs de Montpellier au mois de juin. J'ai noté du 4 au 7, ça commence à midi, ça finit le 7 à 18h. Et là, l'idée, c'est de continuer à former les techniciens pour qu'en région, le boulot soit bien fait et que vous ayez des infos qui arrivent de manière un peu plus facile, encore une fois, au niveau de la direction nationale. Tout à fait, c'est pour mettre de la cohérence dans la filière. On a invité 2 entraîneurs de CRE du secteur masculin pour 4 jours de colloque avec en support une équipe de France U16, une équipe de France U18 pour une grande messe du secteur masculin. Et je sais que vous êtes un grand passionné de manga, Philippe, donc pour vous remercier, on va partager ensemble la bande-annonce de IQ. Ça donnera peut-être des idées à certains et peut-être que ça se ressentira dans les licences en septembre prochain. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci. バレー好き？別になんとなくやってる。じゃあさ、お前の学校強い？最近は強いと思うよ。次は悔しかったとか楽しかったとか別に以外のこと言わせるからな。じゃあ期待しとく。翔陽はいつも新しいね。翔陽と練習じゃない試合やってみたいかもって。負けたら即ゲームオーバーの試合やろう。もう一回がない試合。劇場版配給ゴミ捨て場の決戦。 Le manga IQ qui sortira au mois de juin 2024 en France. Alors ça a fait un carton en Asie. On verra si en France ça a le même retentissement. En tout cas, en général, on dit, quand il y a comme ça une série dédiée à un sport qui sort, bien souvent, la fédération ensuite enregistre un plus grand nombre de licences et ça contribue au développement du sport. On accueille en plateau Pascal Bonhomme. Vous êtes notre consultante VIP sur cette compétition des volleyades. C'est un plaisir de se retrouver. Encore un petit peu d'énergie après la journée, l'après-midi qu'on a passé. Toujours, surtout en ta compagnie. Bon, vous êtes un peu manga, un peu IQ ou pas du tout? Pas trop manga, mais moi je suis aussi la génération Jeanne et Serge. Je reste sur cette génération-là. Bon, on va passer un moment un peu ludique ensemble. C'est vrai qu'on est très sérieux quand on commente. On essaye d'apporter une touche un peu experte, un petit peu
complète pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe au volleyade, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de connaissance. On a sollicité les internationaux et les internationales filles qui ont participé au volleyade et qui nous ont laissé un petit message. Alors, petit témoignage souvenir de leur passage au volleyade, mais aussi message d'encouragement pour les jeunes qui sont ici en 2024. Et je vais vous proposer, à base de quelques indices, de m'aider à les retrouver avant de découvrir leur message. Il y a des filles, il y a des garçons. À mon avis, vous les connaissez tous et on va commencer par un joueur qui a un grand sourire, qui est un grand joueur, à la fois par la taille et par le talent. Je peux vous dire qu'il n'a pas gagné les volleyades, mais il a été finaliste en 2011 avec le Languedoc-Roussillon, génération 1996, champion olympique à Tokyo. Monsieur Patry. Et pointu. Le message de Jean Patry. Salut tout le monde, c'est Jean Patry. Alors moi, c'est toujours un grand plaisir de repenser au volleyade. C'est vrai que j'ai des grands souvenirs de ce moment, de ces moments, parce que j'en ai joué 2 et une mini volleyade aussi. Non, c'est des vrais bons souvenirs. Je me souviens de tous ces moments partagés avec les potes, des gars qui sont pas forcément avec toi en club, mais que tu retrouves pour jouer pour ta région. Donc il y a quelque chose d'un peu spécial. Il y a aussi les moments partagés avec l'équipe féminine du coup. Tous ces moments dans les voyages pour se rendre sur le lieu du tournoi ou entre les matchs. Vraiment de grands moments de plaisir et toujours sympa de repenser à ça. C'est aussi un grand moment de sport avec ses premières sensations un peu de stress, avec un peu d'enjeu forcément. C'est quelque chose de national, donc avec de l'enjeu. Je pense que c'est des moments qui m'ont structuré en tant que jeune joueur pour la suite et c'est toujours un grand plaisir d'y repenser. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment essayer de prendre un max de plaisir sur le terrain et aussi en dehors du terrain. Profiter de cet événement dans son entièreté, à commencer par le voyage avec les potes, parce que c'est aussi important pour l'équipe d'avoir une bonne ambiance, une bonne atmosphère entre vous. Donc profitez un max de tous ces moments et surtout prenez du plaisir sur le terrain. Essayez de pas trop penser au stress, à l'enjeu, mais vraiment de partager au plus ce moment avec vos coéquipiers et prendre vraiment ce plaisir qui est important et qui est à la base de tout. J'ai une petite anecdote aussi sur les volleyades. C'est les volleyades qu'on avait jouées. Alors je sais plus en quelle année, mais j'avais terminé meilleur attaquant avec Stéphane Boyer aussi. Donc j'ai une petite photo, je vous la ferai parvenir. C'est toujours sympa de se rendre compte qu'il y a des années en arrière, on se retrouvait pour jouer l'un contre l'autre déjà. Et on savait pas forcément qu'on allait jouer l'un avec l'autre plus tard en équipe de France. Donc c'est un bon petit souvenir et c'est sympa. Voilà. Donc prenez encore un max de plaisir et voilà, et bonne chance à tous et à toutes. Ciao ciao. Les voilà, ces photos desquelles il parlait en sortie avec Stéphane Boyer. Quelle proximité de la part d'un champion olympique, c'est hallucinant. Oui, je suis d'accord avec vous, avec toi. D'ailleurs, en parlant de Stéphane Boyer, on lui souhaite un bon retour sur les terrains très bientôt. On espère le revoir bientôt suite à sa blessure. Oui, absolument. Alors Jean Patry, il insiste sur une notion qui est assez marrante. Il parle de plaisir, mais évidemment, ça, on essaye de ne pas l'oublier. Mais il parle beaucoup des potes. Il y a effectivement le côté sportif, mais il y a aussi tous ces liens, toutes ces amitiés qui se tissent au volleyade, et ça aussi c'est important, ça fait un peu le ciment de cette compétition. Oui, tout à fait d'accord. C'est surtout que ça reflète aussi l'esprit du sport collectif qui est le volleyball, puisque quand même il y a des joueurs ou des joueuses qui viennent surtout pour se montrer, pour prouver des choses, et qui oublient que on est là aussi d'abord pour tisser des liens, quoi. On a parlé de ces champions olympiques, de ces jeunes qui sont à un moment donné au volleyade, qui arrivent ensuite à très haut niveau avec les équipes de France. Il y a ceux qui vont alimenter les clubs National 2, National 3, d'élite, on en a parlé. Et puis il y a aussi le beach. Je vais vous emmener faire un petit détour par le beach volley, alors avec une paire française féminine. Est-ce que vous en suivez une en particulier ?
Celle de Lézana Placette, parce que en plus j'ai une petite anecdote là concernant, mais je vais laisser finir. Ouais, aussi, ne me dites pas que c'est la pharmacie de la Ligue Rhône-Alpes qu'on est toujours en train de chercher au service bagages de la RATP. Pas du tout, non. Alors on va vous livrer le message d'Alexia Richard et de Lézana Placette. Dans la même vidéo, Alexia Richard était pour la Côte d'Azur, Lézana Placette pour la région Rhône-Alpes, et puis elles jouent désormais ensemble pour l'équipe de France de beach volley. Hello tout le monde, c'est Alexia et Lézana, membres de l'équipe de France de beach volley. On voulait vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter à tous de très belles volleyades et surtout de bien profiter parce que quand on devient un petit peu plus vieille comme nous, ça nous manque ce genre de moments. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'on a fait les volleyades, mais on en garde des très bons souvenirs. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la compétition de haut niveau, donc j'espère que ce sera votre cas aussi. Après, j'en garde des souvenirs un peu rigolos parce que j'étais responsable de la pharmacie, que je l'ai perdue dans le métro. Et moi je me souviens d'un moment avec tous les garçons quand ils ont gagné, on s'est tous réunis, c'était énorme, alors profitez à fond, kiffez, et puis on en reparlera dans 10 ans. À très vite. Donc on va rassurer Lézana, on va prendre contact avec le service bagages de la RATP pour essayer de remettre la main sur cette pharmacie. Mais depuis, il y a eu fusion avec l'Auvergne, donc peut-être qu'ils ont réussi à refaire une pharmacie pour la compète 2024. Votre petite anecdote, Pascal? Moi, je ne connais pas cette anecdote concernant la pharmacie, mais ce que je peux dire, c'est que Lézana, même si je connais très bien Alexia et je lui fais un gros bisou, en fait, Lézana, je me souviens que quand j'étais responsable de la détection féminine, j'étais venue sur le Rhône-Alpes pour essayer de la convaincre de rentrer en structure, parce qu'on avait déjà repéré avec Philippe Martin son potentiel et surtout sa gentillesse, sa détermination. En fait, c'était un rayon de soleil et en fait, en entretien, elle nous avait dit qu'elle ne voulait pas rentrer en pôle. Et moi, je lui ai dit, mais réfléchis parce que tu as du potentiel. Finalement, elle a changé d'avis. Elle est passée par la ligne d'or et elle a fini sur le beach et aujourd'hui, elle nous fait rêver sur le sable. Ça n'empêche pas qu'on est toujours à la recherche de cette pharmacie de la région Rhône-Alpes. Mais ça, c'est les petites anecdotes sympas. C'est comme la valise oubliée par Amandine Giardino. Tiens, pour parler d'une fille qui évolue au poste de libéraux et qui était ce soir sur le terrain de la finale de Liga féminine, c'est votre prochaine petite devinette, Pascal. Une Française qui a participé 3 fois au volleyade. C'est assez rare qu'on y participe 3 fois. Finaliste en 2016 avec la région Languedoc-Roussillon. Et si je ne dis pas de bêtises, elle a fait ses 2 premières éditions en tant que réceptionneuse attaquante. Et on l'a convaincue de jouer en tant que libéraux parce qu'elle avait un projet de libéraux. Ça devait être Amandine Giardino. Même pas. Ah, voilà. Même pas. C'est la libéraux qui joue en face d'elle. Ah ça doit être Gélin. Juliette Gélin. Amandine Giardino a gagné les volleyades en 2010 avec la Côte d'Azur. C'est le même profil. C'est le même profil. Elle se retrouve en finale du championnat de France ce soir. Okay. La vidéo de Juliette Gélin qui était libéraux pour sa dernière édition. Salut à tous, c'est Juliette Gélin, la libéraux du Levallois Paris Volley. Je vous fais ce petit message pour vous souhaiter bonne chance pour les volleyades. Parce qu'il fut un temps, je faisais les volleyades aussi. Je les ai fait 3 ans avec la région qui était avant Languedoc-Roussillon. Maintenant, c'est l'Occitanie. Et on a souvent été très forts. Donc, force et honneur, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et amusez-vous. Ces années, elles sont vraiment cool. Donc, profitez à fond. Gros bisous! J'ai une petite anecdote aussi pour elle. Et c'est vrai que j'ai pas dû bien t'écouter parce qu'en effet, elle faisait partie du Languedoc alors que Amandine plutôt du PACA. C'était le piège sur le poste de libéraux. Mais méfiez-vous, Pascal, parce qu'on a encore une libéraux qui suit. Mais j'écoute l'anecdote pour commencer. L'anecdote pour Juliette, c'est que je me souviens qu'au volleyade, en fait, à la fin de la compétition des volleyades, il y avait la concurrence entre la salle et le beach parce qu'on lui proposait aussi de passer sur le beach. Et moi, j'avais été très claire avec elle en lui disant si on te propose quelque chose sur la salle, il faudra que tu choisisses, il faudra que tu penses au poste de libéraux, parce que même si aujourd'hui au volleyade tu étais la meilleure à l'attaque et elle faisait partie des meilleures joueuses à l'attaque, elle était un beau symbole pour les joueuses de petits gabarits et finalement elle a réfléchi et je pense qu'elle a fait le bon choix. Ouais, c'est vrai que l'histoire lui donne raison. Alors on va rester sur une question un peu compliquée puisqu'on est toujours sur le même poste actuellement en tant que professionnel, donc on parle d'une joueuse qui est libéraux, on parle de la même région, du Languedoc-Roussillon. On parle d'une joueuse qui, elle aussi, a joué R4 aux volleyades. Elle a perdu la finale 2010 contre Amandine Giardino et elle a gagné avec la génération qui a remporté les volleyades en 2011 avec le Languedoc. Je vous donne un petit indice supplémentaire. Elle évoluait cette saison au Racing Club de Cannes. Une libéraux aujourd'hui ? Une libéraux aujourd'hui. Allez, le papa a fait un peu de rugby à l'époque. Ah oui, mademoiselle Cambera-Béraud. Alizée Cambera-Béraud, où l'histoire du zip plein tribune au mauvais moment pendant les volleyades, c'est son témoignage.
Salut à tous, c'est Alizé Cambera-Béraud, je suis libéro du Racing Club de Cannes. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour parler un peu de mon expérience parce que j'ai aussi fait les volleyades. Je les ai fait pendant 2 ans. À l'époque, j'ai représenté la région du Languedoc, donc c'était un petit moment. Mais non, je m'en souviens bien. C'était des compétitions super. J'ai adoré faire ces compétitions. Tu crées des liens, tu rencontres tellement de personnes et puis l'ambiance lors de ces compétitions, c'est trop bien. J'ai fait 2 finales. La première finale, c'était Languedoc contre Côte d'Azur. On a perdu et je m'en souviens énormément parce que lors de cette finale, j'étais récepte attaque à l'époque. Et lors de cette finale, à l'un des derniers points du match, qui était vraiment, on était au coude à coude. Eh bien, j'ai envoyé une réception dans les tribunes, mais une réception mais irrattrapable. En fait, elle est partie direct dans les tribunes, donc du coup, ça m'est resté longtemps en tête parce que tu t'en veux et puis tu te dis putain, mais t'as fait ça à ce moment-là, donc c'est resté pendant très longtemps. Et la deuxième finale, c'était Languedoc contre Alsace, je pense. Bon, contre la région d'Alsace, du coup, je sais plus quel nom ça avait. Mais on la gagne. Mais en fait, lors de cette finale-là, pratiquement toutes les autres équipes, c'est-à-dire le public et les spectateurs, ils étaient pratiquement tous pour l'équipe d'Alsace. Et du coup, c'est énorme parce que tu entends tellement de bruit contre toi que tu te dis, mais non, je vais leur montrer qu'ils ont eu tort. Et donc du coup on était toutes dans le même optique, on était non vas-y on s'en fout, il n'y a personne pour nous et tout, c'est pas grave, et ben on a gagné. Mais il n'y a pas eu de si particulier lors de ce match-là. Mais non, mais j'ai adoré faire ces compétitions. Tu crées des liens avec tout le monde, tu gardes encore des liens avec les personnes que tu as rencontrées à ce moment-là, l'ambiance lors des matchs, que les équipes elles soient pour toi ou contre toi, c'est trop bien. Je garde un super souvenir de ces compétitions-là. Donc écoutez, je vous souhaite à tous un bon tournoi, que les meilleurs gagnent et prenez du plaisir. Ces compétitions-là, on s'en souvient toujours. Allez, bisous! Petite anecdote aussi pour Alizé, elle aussi. Alors je connais un peu moins Alizé parce que j'ai pas eu l'occasion en fait de la côtoyer beaucoup parce que elle et Elena Cazotte ont pas été prises sur un stage national de détection parce que en fait elles étaient déjà identifiées pour l'équipe de France cadette. Donc Serge Maroto m'avait dit plutôt que leur faire plaisir en leur faisant, parce qu'elles voulaient absolument venir sur le stage national. Moi j'ai dû m'expliquer plusieurs fois pourquoi je les avais pas prises, parce que Serge lui voulait travailler avec elles et me dit ça te libérera 2 places pour le stage national. Donc je m'excuse auprès d'elles, mais voilà, elles n'ont pas vécu le stage national. On va passer à la 5e joueuse de ce petit questionnaire, une coéquipière d'Alizé Cambera-Béraud sur cette épopée 2010, finale 2010, victoire en 2011, donc également de la région Languedoc-Roussillon. Je vais vous donner 2 indices. Elle est actuellement passeuse et elle a évolué cette saison sous le maillot de Béziers. Une passeuse du Languedoc. C'est par le pays d'Aix-Venelle à l'époque. Voilà. Issue du Languedoc. Issue du Languedoc, de la même génération qu'Alizé Cambera-Béraud. Elle a fait les mêmes générations en 2010. Margot Bouzinac, ouais, exactement. Elle aussi a un petit message pour les jeunes de la génération 2024. Bonjour à tous, je m'appelle Margot Bouzinac, je suis joueuse professionnelle de volley actuellement dans le club de Béziers. Je suis là pour vous parler de mon expérience avec les volleyades. J'ai eu la chance d'y participer 2 fois, en 2010 et en 2011, toujours avec le Languedoc-Roussillon. Une première année où on est arrivé jusqu'en finale, malheureusement qu'on a perdu. Et une deuxième année où nous sommes aussi arrivés en finale, mais nous avons gagné au tie-break contre l'Alsace. Tout ça pour vous dire que vraiment, même après 10 ans en première division, mes meilleurs souvenirs sont ce que vous êtes en train de vivre. Vraiment, profitez à fond. Vous allez faire beaucoup de rencontres, vous allez vivre de volley pendant 4 jours. Je sais que vous êtes tous des passionnés, donc j'ai pas de soucis sur ça. Mais vraiment, profitez. Qu'il y ait des victoires, des défaites, ça c'est peu important par rapport à ce que vous allez vivre. Les souvenirs, pour moi, 14 ans après, ils sont intacts. Vraiment, je ressens encore les émotions de ces victoires et de tout ce que j'ai ressenti là-bas. Donc vraiment, profitez à fond. Maintenant, vous avez tous des téléphones, donc faites beaucoup de souvenirs et vous vous en souviendrez toute votre vie, je vous l'assure. Donc, pour un dernier mot, allez l'Occitanie et je suivrai tout ça de près. Au revoir.
Je ne suis pas certain que le conseil du téléphone plaira à tous les parents et tous les techniciens, mais c'est assez marrant de mettre 10 ans de vie de joueuse professionnelle en Liga dans la balance avec des volleyades. Tout à fait. Alors moi, concernant Margot, je voulais la féliciter parce qu'elle a vécu des périodes difficiles avec beaucoup de blessures. Et ce qui l'a un peu limité sur, on va dire, la filière classique. Elle a dû retomber sur un club pro, quitter le pôle France. Je crois qu'il me semble qu'elle a été blessée sur les 2 genoux. Et c'est pour moi, elle représente la combattante, quoi. On va faire une petite parenthèse masculine quand même dans ce monde où on parle beaucoup des filles, mais ce sera pour mieux terminer avec 2 joueuses de l'équipe de France. Alors je ne sais pas si la colle sera un petit peu plus dure. C'est un joueur qui a fini 5e des Volleyades en 2014 avec la région Aquitaine. Je vous aide, il est dans le collectif français. Vous l'avez déjà ? Je crois, mais c'est un Réunionnais d'origine. Non, même pas. Alors, un Aquitain. Pointu, qui est passé par Toulouse et Montpellier dans le championnat français et qui évoluait cette année sous le maillot de Cisterna en Italie. Il n'est pas dans le collectif champion olympique. Ah, c'est un Pointu. Oui, Pointu. Et si je ne dis pas de bêtises, Aquitaine. Il est de l'épopée 2021 en VNL. Aquitaine. Alors chez les garçons, je suis quand même un peu moins. Moi, je vais vous aider, Pascal. C'est Théophore qui a un message pour nous. Voilà, qui a été 5e des Volleyades en 2014 avec la région Aquitaine. Salut, c'est Théophore. Juste un petit message à l'occasion de cette 20e édition des Volleyades qui me rappelle forcément mes Volleyades en 2014, donc pour la 10e édition. Je me rappelle, c'était vraiment la compète qu'on attendait avec la Coupe de France Jeune. Donc forcément, ça reste des souvenirs marquants. Et pour toutes les joueuses et joueurs cette année, j'ai envie de vous souhaiter bonne chance de tout donner sur le terrain et de bien profiter de ces moments-là. Et ayant participé avec Aquitaine, j'ai un petit supplément d'encouragement pour Nouvelle-Aquitaine. Allez, bonne compète. Bon, une fois qu'on a fait cette période et que je vous ai dit qu'il restait 2 filles d'équipe de France à évoquer, je pense que ça va pas être très compliqué. Surtout que je vais vous dire que la première de laquelle on va parler a évolué pour la région Bretagne, qu'elle a fini 4e en 2011, finaliste en 2012, pointue de l'équipe de France. La fille du grand champion de saut à hauteur. Voilà, et qui a une sœur qui fait du saut en hauteur aussi à haut niveau. Que j'ai rencontré avant-hier, qui était sur Poitiers en train de préparer la qualif au championnat de France. Sa qualif, je ne sais pas au jeu, je crois, mais elle était à Poitiers en train de se préparer. Solène Giquel. Voilà. Donc j'embrasse la famille Giquel, toute la famille Giquel, qui sont des gens formidables. Eh bien, Lucille Giquel a aussi pris le temps pour les 20 ans des Volleyades. Salut à tous, c'est Lucille Giquel, pointue de l'équipe de France. Alors pour moi les Volleyades, c'est vrai que c'est un très beau souvenir. C'était le début de mes années de volley. Je venais juste de commencer et donc pour moi ces moments-là c'était des événements pour se retrouver avec les copines, pour s'amuser, pour rigoler. C'était des moments un peu d'insouciance où on était juste là pour profiter et c'est vrai que c'est des moments, des souvenirs que je garde depuis des années. J'ai surtout le souvenir de notre finale contre le Languedoc-Roussillon, donc Bretagne contre Languedoc-Roussillon, qu'on a perdu malheureusement, mais on était déjà super contents d'être en finale et c'était assez exceptionnel ce qu'on venait de faire. Et donc on s'est vraiment amusé jusqu'au bout et on a vraiment profité de cette finale à fond malgré la défaite. Et je me souviens aussi énormément de cette finale parce que en face, de l'autre côté du terrain, il y avait Elena Cazotte, donc qui est maintenant une amie et avec qui on se suit depuis une dizaine d'années, je dirais, et on se voit très souvent. C'est une coéquipière qui est en équipe de France maintenant avec moi. Donc voilà, c'est des souvenirs. On se rappelle de ça quand on était plus jeune. Et voilà, c'était des très beaux moments. Donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de profiter à fond de cette compétition, de vous amuser et voilà, d'essayer d'aller chercher la victoire pour votre région. Ciao, ciao!
Alors Pascal, anecdote ou pas anecdote sur Lucille Giquel? Petite anecdote. Petite anecdote. C'est la seule en fait de la famille Giquel à pas faire de saut en hauteur. Et pourtant sa sœur est championne de France, son frère aussi, et elle a choisi le volley. Et nous on en est bien contents pour des raisons je crois de santé au départ. Et finalement elle a accroché. Donc tant mieux pour nous en tout cas. Vous faut-il le moindre indice pour deviner qui est la dernière joueuse qui a un petit message pour nous? Certainement Elena. Ouais. Double vainqueur des Volleyades en 2011 et en 2012 pour la région Languedoc. Alors c'était évidemment avant la fusion avec la grande région, avant l'Occitanie, joueuse clé de l'équipe de France, réceptionneuse attaquante. Elena Cazotte qui est notre dernière invitée pour cette émission des 20 ans des Volleyades. Salut tout le monde, c'est Elena Cazotte, la capitaine de l'équipe de France de volley. Je voulais juste vous faire un petit coucou et souhaiter à toutes les équipes une très belle compétition. J'ai eu l'occasion de participer et de remporter en 2011 et en 2012 les Volleyades avec la région Occitanie. Et encore aujourd'hui, ça reste des souvenirs inoubliables. Voilà, donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de profiter de ces moments, de vous donner à fond, de vous amuser, de porter haut et fort les couleurs de votre région. Et je suis sûre que vous rentrerez chez vous avec des souvenirs plein la tête. Belle compète à tous et que le meilleur gagne. Bon, je vous la pose. Anecdote ou pas sur Elena Cazotte? L'anecdote, ce serait plutôt de dire que c'est plutôt un modèle, en tout cas pour toutes les joueuses de taille moyenne, on va dire, pour le très haut niveau, même si Elena elle est quand même grande, mais une fille qui est née avec un ballon dans les mains, et j'embrasse ses parents qui sont tellement investis dans le volley que voilà, elle ne pouvait pas faire autre chose que performer. Bon, c'était une super séquence, en tout cas, qu'on a vécue avec tous ces témoignages des internationaux, des internationales. Évidemment, il fallait marquer le coup pour les 20 ans de ces Volleyades. Je vous dis merci, Pascal, de vous être prêté au jeu de la devinette. Vous avez d'ailleurs été plutôt pas mal. Hein. À part Théo Fort, on a été... Je m'en veux parce que j'adore son papa et avec qui j'ai travaillé sur le pôle de Bordeaux. Donc, je m'excuse, Théo. Il n'y a pas de problème. On se retrouve demain, Pascal, pour les commentaires. C'est à partir de 9h30. Passez une bonne nuit parce que la journée est longue. Demain, on a 6 matchs au programme. À toi aussi, Julien. Merci beaucoup, c'est gentil. Page de réclame auprès de nos partenaires des Volleyades. Et puis, on accueille la présidente de la Ligue des Pays de la Loire de volley et l'organisateur, Arnaud Guéguin, qui seront avec nous d'ici quelques secondes. Cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Solve it straight to the top. I can't see myself falling. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. On se retrouve sur le plateau des 20 ans des Volleyades. On s'est mis en place assez rapidement. On accueille la présidente de la Ligue des Pays de la Loire de volley, Françoise de Bernon. Bonsoir, présidente. Bonsoir. Alors, un petit mot. On va présenter Arnaud Guéguin aussi, qui est responsable de l'organisation, grand chef de toutes ces Volleyades 2024. J'aimerais vous poser la question, présidente, de savoir ce que ça représente pour une région comme les Pays de la Loire d'accueillir les Volleyades. Un immense plaisir d'accueillir toutes les délégations de la France et d'outre-mer. Une très bonne visibilité aussi au niveau de nos instances. Très important au niveau de la région, puisque on est ligue régionale, mais on a été très bien reçus aussi par le conseil départemental, par les communes aussi, et puis surtout une fédération entre les clubs. Ça, c'est très, très important. C'est la première fois que les Volleyades posent leurs valises dans la région des Pays de la Loire. C'est vous qui avez insisté ou est-ce qu'on vous a un petit peu dit que ce serait bien que les Volleyades s'arrêtent par ici? Alors, il y a 2 ans, lors d'un conseil d'administration à Vitrolles, lors des Volleyades, justement, le président Eric Tanguy voulait faire un calendrier pour distribuer les manifestations nationales. Donc, il nous a demandé de choisir quelle manifestation, en tant que président de ligue, ce qu'on voulait. Et si on ne choisissait pas, on nous imposait la manifestation. Donc, je me suis dit, autant choisir. À 2 ans, à une échéance de 2 ans, je trouvais que c'était pas trop mal. J'en ai pas parlé aux salariés. J'ai pris la décision avec un autre délégué aussi qui est avec moi au conseil d'administration. Et puis voilà, on s'est lancé. Alors pourquoi le choix des Volleyades? Parce que c'est vrai que des compétitions, il y en a eu beaucoup en prévision des Jeux de Paris 2024. Pourquoi avoir choisi les Volleyades, cette compétition jeune? Je pense que je vais avouer quand même que c'est des souvenirs quand mes filles ont participé aux Volleyades.
Je pense qu'il y a eu vraiment des moments quand même très, très, très importants. Donc, je me suis dit, c'est bien. Voilà, on y va. On va demander à Arnaud, justement, du coup, qui a hérité de ce bébé, non pas par choix, mais parce que l'élu avait pris la décision. Très simplement, Arnaud, qu'est-ce que c'est d'organiser les volleyades? Alors, j'ai pris quelques chiffres sur le nombre de joueurs, le nombre de gymnases, le nombre de repas, de nuitées, d'arbitres, de bénévoles. Il faut oublier aucun de ces sujets pour que l'événement soit réussi, et c'est un certain nombre d'heures de boulot. Ouais, c'est ça. Bonsoir déjà. Bonsoir à tous. Non, c'est une grosse machine quand même. C'est vrai que 650 personnes à peu près à caler et à organiser tout ça, trouver la restauration, trouver les hébergements, trouver comme vous l'avez dit sur les terrains, avec des contraintes parfois en plus demandées par la détection sur le recul, notamment pour que certains joueurs puissent servir un peu plus que dans des petites salles. Donc une grosse organisation. C'est vrai qu'on a eu le temps quand même de se préparer, donc c'est vrai qu'on a travaillé assez tôt, notamment sur tout ce qui est réservation de gymnase, qui permettait de simplifier un peu les choses, mais ouais, c'est une bonne charge de travail, mais c'est sympa. Il y a peut-être de futurs organisateurs qui nous écoutent, de futurs organisateurs de compétition. Quelle est la clé pour réussir une organisation d'une telle manifestation? Bien préparer son équipe déjà, parce que je pense qu'on est, quand je parle d'équipe, c'est les clubs supports avec qui on travaille, donc avec les présidents de clubs, qui après eux se réfèrent à leurs bénévoles, et aussi l'équipe qu'on peut avoir nous à la Ligue des Pays de la Loire, où on a réussi à assigner des tâches assez claires et précises à chacun, et comme ça on est assez, ça reste assez collectif déjà, comme pour le volley, et ça permet de rendre les choses beaucoup plus faciles. Alors par abus de langage, on dit un petit peu qu'on est venu à Angers pour ces volleyades 2004. Pour la petite histoire, on n'est pas du tout à Angers, on est au Pont de C, c'est juste à côté. Ça concerne 4 villes, ça concerne 3 clubs supports, ça concerne 10 gymnases. Là aussi, il y a toute une machine humaine à gérer pour que tout ça puisse se passer sur 3 jours, réquisitionner autant de places, autant de clubs, autant de bénévoles. Et je pense que la présidente pourra aussi avoir un mot pour les bénévoles. Sans bénévoles, c'est très compliqué de faire une telle manifestation. C'est impossible. C'est impossible, hein. De toute façon, c'est sûr que c'est la force humaine qui permet d'organiser ces choses comme ça. Comme tu l'as dit, hein, 4 sites différents, 4 villes différentes, donc avec des prérogatives distinctes sur chaque commune, avec des fonctionnements complètement différents entre les clubs, qui peuvent avoir des philosophies un peu diverses, et les organisations comme ça permettent de souder un peu aussi ces clubs-là entre eux, et aussi de dynamiser un peu le territoire pour faire développer le volley, donc c'est pas mal. On va certainement pas faire un bilan à chaud, mais comment s'est passée cette première journée? Alors on se dit toujours, de notre point de vue, tout s'est bien passé, mais j'imagine que du vôtre, il y a toujours quelques petits détails qu'on aurait pu anticiper. Le plus important, c'est que ça ne se voit pas. Absolument. C'est ça le plus important dans les organisations. Donc oui, des petits détails, mais dans l'ensemble, on n'a pas eu de remontée des différentes délégations. Donc quand on part de ce principe-là, c'est que ça roule à peu près, donc on est assez satisfait pour le moment. Ouais. Vous aurez quelques heures de sommeil avant d'enchaîner demain la deuxième journée? Quelques-unes, mais peu. C'est souvent à ça aussi qu'on arrive à quantifier si tout a été bien fait. On verra la semaine prochaine pour récupérer un peu de sommeil. Ouais. Bon, Présidente, je vous demande un petit mot peut-être aussi pour les partenaires, parce qu'une compète comme ça, c'est évidemment des bénévoles sur le terrain pour tout ce qu'il y a à faire, mais c'est aussi des partenaires qui vous permettent d'organiser une compétition comme celle-là. Bien sûr. Alors, oui, les partenaires sont primordiaux. Au niveau des partenaires, les ligues, je pense, ont des soucis de visibilité pour des partenaires privés, donc c'est très compliqué. Nous on a fait tous les rendez-vous, hein, comme je disais tout à l'heure, le conseil régional qui est très important, qui nous a bien suivis, et le département, tout le monde a bien suivi. On n'a pas encore tous les résultats, mais des subventions, mais non, c'est vrai que c'est une grande visibilité au niveau de la région, et surtout parce que c'est une compétition jeune, pour les jeunes. Voilà. Je vais vous poser une petite question, mais c'est autant pour ma culture géographique que pour l'affichage que je vois dans la salle. Le département qui nous accueille, c'est le Maine-et-Loire, oui. Mais je vois qu'on est en Anjou. La différence entre le Maine-et-Loire et l'Anjou, c'est quoi? C'est la région d'Angers que vous appelez l'Anjou? Oui, en fait c'est ça. C'est un territoire, dont Angers est évidemment au centre, mais qui rayonne sur, je ne sais pas, je ne connais pas la superficie, hein, mais oui, c'est plutôt ça. C'est comme un pays, ce qu'on appelait dans le temps un pays, hein, dans un département, en fait. Voilà.
Est-ce que vous avez eu le temps, dans cette journée qui est très chargée, de jeter un petit œil aux résultats de vos équipes des Pays de la Loire ? Alors heureusement, on a les Pays de la Loire garçons qui ont joué donc ici. Dans cette salle, c'est vrai, sur le terrain Atlantis. Donc ça m'a aidé un petit peu à suivre les résultats. J'ai eu des émissaires aussi sur les autres gymnases pour les filles. Mais bon, c'est vrai que on a du mal à suivre en tant qu'organisateur. Mais c'est normal. Les volleyades ne seront pas uniquement réussies si les Pays de la Loire gagnent. C'est surtout le sport qui gagne. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On vous dit un grand merci d'être passé sur le plateau. Le rendez-vous demain matin, 9h30. On suivra un magnifique Île-de-France-Bretagne. Ce sera dans la compétition masculine ici sur le terrain Atlantis 2. À partir de 11h, le Grand Est face à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 2. Et puis on va donner le rendez-vous pour les finales si certains sont volontaires pour venir ici à Atlantis. La finale féminine dimanche 13h30, la finale masculine dimanche 15h30. Si vous voulez voir du très haut niveau en M15 garçons, en M14 filles, c'est ici au Pont de Sey qu'il faut venir. Merci beaucoup, Présidente. Merci Arnaud. Et bon courage pour la fin des volleyades. Merci.